Bonsoir David Rodalon, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Vous êtes journaliste politique au Monde. Bonsoir Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Avec vous, on va essayer de comprendre les enjeux de ce soir, d'avoir un peu des petits off, des coulisses, de la préparation de cette émission, de ce qu'il peut dire évidemment. Mais je voudrais qu'on voit quand même quelques images de l'ambiance autour de France Télévisions ce soir. Voilà, l'arrivée en direct tout à l'heure. C'était il y a une petite dizaine de minutes à France Télévisions du président de la République. On le sait, tout autour, il y a près de 1000 CRS déployés. Il y a une manifestation des manifestants contre le mariage pour tous. Et moi, tout d'un coup, je me suis souvenu du débat du deuxième tour. Vous vous souvenez de l'atmosphère quand les deux candidats sont arrivés, il y avait des manifestants de PSA. Et Nicolas Sarkozy ne les a pas salués. Et François Hollande est allé, s'est arrêté, il est allé les saluer. Bon, l'ambiance a bien changé. C'est plus la même. Je suis pas sûr que là, on l'a pas vu descendre de la voiture. Et non, mais surtout, ce qui est fou, c'est, je vais faire mon Parisien râleur, mais ils ont bloqué Paris. Les CRS ont fermé le pont du Garigliano. Donc, si vous étiez rive droite, vous pouviez pas passer rive gauche. J'ai failli arriver en retard chez vous. Je suis désolé. On comprend mieux pourquoi les prédécesseurs de François Hollande faisaient venir les journalistes pour ce genre d'émission à l'Élysée. C'est pas non plus seulement parce que c'est le roi qui reçoit les journalistes dans son palais pour imposer une relation de force, j'allais dire. C'est aussi pour des questions pratiques. Justement, cette préparation, cette décision d'aller sur un plateau, 45 minutes, 1 heure plutôt même d'émission en tête-à-tête avec un seul journaliste, David Pujadas, pourquoi? Et est-ce que c'est pas de l'ordre du gadget? C'est-à-dire justement, pourquoi ne pas faire cette réception à l'Élysée des journalistes? Est-ce que c'était pas toujours faire de l'anti-sarkozysme à tout prix? Est-ce que ça n'a pas fait perdre du temps? Souvenez-vous, dès le départ, François Hollande a dit qu'il ne ferait bien sûr rien comme Nicolas Sarkozy au niveau politique général, mais aussi en termes de communication et d'expression. Donc, là-dessus, il ne fait que tenir sa promesse. Alors effectivement, outre les problèmes logistiques dont Karl Meus a malheureusement pâti ce soir, il y a aussi un effet de démonstration politique. Alors bien sûr, il y a une mobilisation qui est une mise en scène des opposants au mariage pour tous, il y a une mobilisation en termes de démonstration de force, mais forcément, et les images que vous venez de nous montrer le montrent, forcément, ça n'est pas bon pour François Hollande qui, vous le rappelez, il y a 1 an allait les saluer, ces manifestants, c'était pas les mêmes bien sûr, mais c'était des contestataires, et puis aujourd'hui est obligé de filer, et qui montre qu'il y a un climat aussi dans le pays, on en parlera évidemment dans la suite de cette émission, qui a changé. Est-ce que ça veut dire, juste pour finir sur la forme, qu'il envisage d'avoir des rendez-vous réguliers d'expression? Et ça, c'est un changement justement dans sa communication? Tout à fait. Il avait toujours dit qu'il tiendrait 2 conférences de presse par an, une tous les 6 mois, et qu'il s'exprimerait régulièrement. De fait, hormis les vœux qui sont un cas particulier ou les annonces, je dirais, face à la télévision dans la cour de l'Élysée, c'est la 2e émission. La première a eu lieu en septembre. C'est la 2e de l'année, mais à n'en pas douter, elle devrait se multiplier évidemment dans les prochains mois. À la seule réserve. Il viendra bientôt chez nous. C'est ce que je voulais entendre. Je crois qu'à l'Élysée, j'ai entendu effectivement parler de BFM, mais je crois que le revers de la médaille, c'est que l'équipe du président, et on va le voir, est persuadée que ça ne changera dans un laps de temps assez court absolument rien. C'est vrai, mais ils sont conscients que c'est trop long entre le mois de septembre et aujourd'hui de n'avoir fait aucune intervention. Ils n'intègrent pas la conférence de presse du mois de novembre dans ce type d'intervention. Et donc, c'est ce qu'ils ont commencé à distiller auprès de nous, journalistes et donc des intervieweurs, c'est qu'ils vont multiplier ce genre d'intervention parce que finalement, ils se sont rendus compte aussi d'une chose, c'est François Hollande parle beaucoup. Oui. Quand il va sur le terrain, c'était dans un article du Monde, on voyait sur 8 jours, il s'est exprimé 8 fois. Sauf que le problème, c'est que personne n'avait rien retenu de ce qu'il avait dit. Il n'y avait rien qui avait imprimé. D'où la nécessité de venir à la télévision, de donner un message, fort ou pas, on va le voir, mais surtout de répéter ce genre d'intervention. On va écouter Luc Châtel et Jacques Attali, 2 avis, 2 personnalités qui attendent, enfin en tout cas qui donnent un conseil au président. J'aimerais qu'il s'améliore parce qu'on a encore 4 ans de présidence de François Hollande. Et moi, ce que j'attends ce soir du président de la République, c'est qu'il nous dise en quelque sorte où va la France. Moi, j'ai entendu le Premier ministre la semaine dernière nous expliquer qu'il savait où il allait. Je crois qu'il est à peu près le seul à savoir où il va. C'est pas le tournant de la rigueur qu'on attend aujourd'hui. J'allais dire, c'est le tournant de la vigueur. On aimerait que le président de la République il stimule son gouvernement. On va battre les records de nombre de chômeurs. Et on a l'impression d'un gouvernement qui subit les événements. Mais je crois qu'il faut être serein, il faut être précis et il faut parler de 2017. Il faut donner une perspective. Et aussi dire aux Français, je fais mon travail, faites le vôtre.
Voilà, je fais mon travail, faites le vôtre, mobilisez-vous aussi pour m'aider à traverser cette épreuve. Donc on voit le tournant de la vigueur, mobilisez-vous. Oui, et puis le sens, la direction, la voie, finalement, c'est ce qui pêche depuis le début dans ce quinquennat de François Hollande. C'est que Luc Châtel l'exprimait avec ses mots d'opposant, mais c'est également partagé au sein de la majorité, voire au sein du gouvernement. Pas mal de ministres se disent que finalement, entre plusieurs lignes, celle de Montebourg, de Valls, de Moscovici, celle de Hérault, j'en passe et des meilleurs, finalement, quelle est la direction, quelle est la ligne, quel est le sens. Et donc, depuis 9 mois, depuis 10 mois, systématiquement revient cette question du sens et systématiquement, l'exécutif, l'Élysée, François Hollande et son équipe se disent il faut qu'on donne du sens. Mais le sens, il n'est toujours pas là. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les Français savent bien qu'il y a un sens qui a été donné, qu'il y a un cap. La difficulté et le problème, et c'est pour ça qu'il y a une impopularité, si on exclut effectivement aussi le chômage, mais c'est que les Français ont bien compris que ce sens-là n'avait rien à voir avec ce qui avait été dit pendant la campagne. Au fond, sur le discours du Bourget... de la dette et de la dépense publique, ça avait été annoncé, mais peut-être pas assez entendu. Oui, mais si vous prenez, par exemple, le discours du Bourget et ce qui en est suivi, le discours, c'était « mon ennemi, c'est la finance ». Ce qui est venu après, c'était on va taxer les riches à 75%. Ensuite, il y a eu effectivement « je vais me battre sur le chômage ». Sur ces 3 points, on n'est qu'à même pas 1 an d'ailleurs de l'élection, mais sur ces 3 points, les Français ne voient pas de résultat. La finance n'est plus l'ennemi, au contraire. D'ailleurs, la loi sur les banques, finalement, était assez mesurée. Et en tout cas, on n'entend plus ces attaques-là de la part du gouvernement. Sur la taxe à 75%, il y a eu les difficultés que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont évoquées, donc il en parlera sûrement aujourd'hui, ce soir. Mais on va bien voir que cette taxe-là n'aura plus rien à voir avec ce qui était promis. Et sur l'emploi, alors certes, il y a eu les emplois d'avenir, les contrats de génération, mais tout ça est long à se mettre en place. Jean-Marc Ayrault le disait mardi à l'Assemblée nationale, ça ne fait que les premiers contrats de génération qui ont été signés. Donc au fond, les Français voient bien qu'il y a une grande différence entre ce qui a été dit dans la campagne et ce que le président peut faire et sa marge de manœuvre. Vous savez bien, vous avez trop d'expérience politique pour savoir qu'une campagne pour le Parti socialiste, pour un candidat du Parti socialiste, mène à gauche, et même très à gauche, avant que le candidat devenu président ne gouverne nettement plus au centre, voire un petit peu plus à droite. Ça a été le cas de François Mitterrand, c'est évidemment le cas de François Hollande. Vous faites référence au discours du Bourget, à la proposition de taxer les hauts revenus à plus de 75%. Effectivement, ce sont 2 moments très forts de cette campagne, 2 moments symboliques, dont on dit a posteriori, est-ce que c'est vrai, des tournants, dont on dit a posteriori, est-ce que c'est vrai qu'ils ont permis à François Hollande de l'emporter. Néanmoins, il faut aussi considérer la base du programme, qui lui n'était pas un programme flamboyant de gauche. Effectivement, comme le disait Ruth, d'abord, je crois que c'était... par la rigueur, puisque le terme n'était pas annoncé, mais une forme de gestion sérieuse et rigoureuse des comptes publics et donc de réduction des déficits. Donc c'est vrai que forcément, il y a un décalage entre ces moments forts de la campagne et aujourd'hui l'exercice du pouvoir, et que à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire 10 mois ou 11 mois après son élection, eh bien, il n'y a pas encore assez d'éléments, je le dirais vulgairement, pas grand-chose à vendre en termes de bons résultats et de bonnes nouvelles. Mais donc, qu'est-ce qu'on se dit à l'Élysée aujourd'hui? En fait, gagner du temps. Voilà, oui. Il faut faire le gros dos, il faut faire la tactique de la tortue, on reste sous la carapace et on avance jusqu'au moment où ça ira mieux. Voilà, c'est le pari profond de Hollande, qui se dit, bon, il espérait qu'elle reviendrait un peu plus tôt, cette croissance, elle ne reviendra pas cette année, elle ne reviendra vraisemblablement pas en début d'année prochaine, lui il espérait, mais il espère qu'avec toute cette série de mesures, dont la droite et l'opposition expliquent qu'elles ne sont pas assez fortes, structurellement importantes et pas assez vigoureuses, avec cette série de mesures, ça permettra d'attraper un petit peu de cette croissance qui reviendrait vers 2015. C'est un pari sur l'avenir, pari hasardeux, mais en tout cas, François Hollande y croit profondément. Il est le maître du temps. Lui, il est élu jusqu'en 2017. Il n'y a aucune raison qu'il s'en aille, qu'il démissionne, qu'il change ce calendrier-là. Et il le sait, et ça, ils en ont tout à fait conscience à l'Élysée. Il a une arme dont il peut disposer, et à mon avis, il ne se privera pas de le faire, c'est de changer de Premier ministre. C'est beaucoup trop tôt, il faut attendre un résultat électoral, peut-être 2 qui ne seront pas forcément bons, et à ce moment-là, prendre une nouvelle impulsion. Mais voilà, donc pendant ce temps-là, faire le dos rond, essayer de passer quand même ce cap d'impopularité qui est historique. C'est la première fois sous la Ve République qu'un président est aussi impopulaire en si peu de temps. Ouais. Jacques Attali disait qu'il vaudrait mieux qu'il fasse des réformes par ordonnance très vite, de maintenant à septembre,
pour montrer justement qu'il fait les réformes qu'attend le pays. Et tant pis, de toute façon, il est impopulaire. Hein. Mais on en revient à cette campagne présidentielle. Et pour mettre un bémol, parce que ce n'est pas la faute de François Hollande, c'est de la faute de toutes les campagnes présidentielles. On se souvient de Jacques Chirac qui disait la fracture sociale. Et à la rentrée de 95, qui change. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui promettait de travailler plus pour gagner plus. Et à cause de la crise des subprimes, n'a pas pu le faire. Et là, François Hollande a minimisé la crise. En septembre, fin août, le fameux discours, il reconnaît qu'il y a la gravité de la crise, mais il ne prend pas encore les mesures. Et finalement, les ordonnances, il fallait le faire peut-être tout de suite. Le problème de François Hollande, c'est qu'il court le risque qu'on dise « vous avez perdu 11 mois ». Et puis, il y a un deuxième argument, c'est que François Hollande, il a été, je dirais, aussi élu dans son opposition à la pratique sarkozyste, sur le dialogue, la négociation, la concertation, le fait de tenir cas de ces fameux corps intermédiaires que méprisait tant Nicolas Sarkozy. Et évidemment, légiférer par ordonnance, c'est évidemment une décision venue d'en haut, abruptement, et qui ne peut pas correspondre à cela. Donc, les ordonnances, oui, parce que François Hollande est aujourd'hui obsédé. Il a fait l'erreur au début de son quinquennat de ne pas considérer cela, mais obsédé par les résultats concrets, puisque c'est ce qui importe aux Français. Chômage, pouvoir d'achat, emploi, salaire. Sérieusement ces ordonnances, mais il faut faire attention, point trop d'infos. Merci beaucoup. Pardon, juste, il y a une obligation, c'est qu'il y a certaines mesures, il n'aura pas la majorité à gauche pour les faire voter. L'avantage des ordonnances, c'est d'éviter que ces mesures passent avec des voix de droite. Ça, c'est sa grande terreur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci tout de suite. C'est Alain Marchal et je vous retrouve avec Thierry Arnaud.